Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la série préparation à la certification AZ700 qui est l'Azure Network Engineer. Je suis Stanislas et je suis accompagné de Nadine. Bonjour Nadine, Bonjour Stanislas. ça va? Très bien. Eh bien aujourd'hui on va parler de résolution de nom parce que ça fait depuis déjà très longtemps qu'on ne doit plus travailler directement avec des adresses IP, on ne va pas vous l'expliquer. Et du coup dans Azure il y a plein de choses à savoir sur la partie résolution de nom et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Donc la résolution de nom, elle va nous intéresser plus particulièrement pour certaines ressources, que sont les ressources de type, on va dire infrastructure as a service, en gros, les machines virtuelles, voire éventuellement les containers, qui eux-mêmes seront raccordés dans des réseaux virtuels, des VNet, on en a parlé dans une vidéo précédente, hein. Et effectivement, dès qu'on va avoir des communications de ces machines virtuelles ou de ces containers à destination d'une destination, pouvant être un service, une URL, un site web, une API, etc., eh bien, généralement, on va passer par une résolution de nom. Et du coup, il y a différentes manières de faire ça. Et le but ici est vraiment de voir un petit peu ce qu'on va faire. Alors Nadine, on a plusieurs options pour le DNS et je te propose qu'on commence par la première parce qu'elle porte bien le nom, elle s'appelle Azure DNS. Alors qu'est-ce que Azure DNS, Nadine? Alors, Azure DNS, c'est un service d'hébergement pour les domaines DNS qui va offrir une résolution de nom qui est basée sur l'infrastructure Microsoft Azure. Et donc, on va pouvoir résoudre les noms, les hostnames publics, mais ainsi que les zones privées. Donc ça, on a deux possibilités. Donc Azure DNS, c'est ce qu'on utilise aujourd'hui pour résoudre les noms sur Internet. Il n'a pas de fonction registrar pour le moment. Donc on va acheter le domaine chez un registrar et on va venir le gérer dans Azure DNS. Donc ça, c'est pour les noms publics. On peut aujourd'hui aussi créer des zones privées à utiliser dans les VNet Azure. Donc, pour avoir plus la main sur, par exemple, le cycle de vie des enregistrements, les noms, la gestion automatique de ces enregistrements, mais aussi la possibilité d'avoir des noms de domaine qui sont customisés ou personnalisés. Donc, c'est possible aujourd'hui de créer sa propre zone privée dans Azure et l'utiliser dans les VNet pour pouvoir permettre aux ressources dans un VNet d'utiliser ou de résoudre les noms dans cette zone. Il faut linker ou lier le VNet à la zone. Donc, c'est souvent utilisé aussi dans des scénarios hybrides, par exemple, ou dans les scénarios pour les private endpoints. Donc, les private endpoints, c'est ce qu'on va créer pour pouvoir se connecter à un service PaaS, mais d'une façon privée, avec une IP privée. Et donc, une zone DNS privée sera créée pour le service dans ce cas-là. Et pareil, il faudra lier les VNet dans lesquels on a les VM qui vont venir consommer ou résoudre ces noms. Il faudra les lier aux zones privées. Ça, c'est un point important, c'est qu'effectivement, une zone privée DNS, elle est associée à un VNet et non pas à un subnet. Et ça, effectivement, quand vous regardez les propriétés d'un réseau privé virtuel, il y a deux grosses choses qu'on saisit en général, qu'on met comme information, c'est le range d'adresses IP, qui vont concerner l'ensemble du VNet et donc l'ensemble des subnets qui sont sous-jacents. Et en général, à un réseau virtuel, eh bien, on va associer également les mécaniques de résolution DNS et elles vont se faire par rapport au réseau virtuel. Et c'est là en fait où on a différentes options qui vont rentrer, pouvant être effectivement les trois options qu'on a ici, à savoir est-ce qu'on va directement associer ça à une zone, ou plusieurs zones DNS. Et effectivement, le fait d'associer un VNet à un DNS de type une zone privée Azure DNS va faire l'enregistrement. Pour ceux qui viennent du monde Windows, quand on fait du DHCP, les serveurs de DHCP en général donnent les adresses IP aux machines. Et les machines, souvent, dans les environnements Microsoft, on fait de l'auto-enregistrement, c'est-à-dire qu'elles reçoivent leurs adresses IP, elles s'enregistrent toutes seules dans le DNS de l'Active Directory sur site. Là, basiquement, c'est à peu près la même chose. Dès qu'une VM sera associée et va être connectée par sa carte réseau, au moins une de ces cartes réseau, à un VNet sur lequel on a fait effectivement le network link avec une zone privée DNS, eh bien automatiquement, du coup, un enregistrement sera créé. Alors il y a des petites subtilités qui existent là-dedans. Je ne sais pas si on va rentrer dedans, peut-être pas, Nadine, mais
L'auto-enregistrement va fonctionner sur un seul VNet, mais pas sur plusieurs. On peut pas avoir une machine qui va arriver, qui va s'enregistrer de manière automatique sur plein de VNet, sur plein de zones, pardon, plein de zones privées DNS. C'est vraiment une zone sur laquelle cette opération d'auto-registration sera faite. Et puis, les scénarios qu'on a derrière, ils sont assez multiples finalement. Et c'est bien d'aller voir un petit peu la documentation associée. Et donc, on vous mettra le lien de la carte heuristique dans le commentaire, dans la description de la vidéo, en dessous. Donc, vous pourrez aller sur cette carte et cliquer vous aussi et voir les liens. Mais c'est effectivement l'intérêt, les 2 scénarios ou les 3 scénarios à regarder sont vraiment ceux-là. Le premier, c'est de dire j'ai de l'Azure DNS privé. Pour faire quoi? Pour résoudre au sein de ce VNet et que les machines, en fait, elles ne se parlent pas avec des adresses IP, mais avec des noms liés au nom de domaine DNS de cette zone privée. Ça peut servir également pour la résolution entre plusieurs VNets. Ça veut dire que tous ces VNets seront associés à la même zone. Ils seront bien entendu appairés avec du peering pour des raisons de communication basiques, mais au moins tous pointeront sur la même zone. Donc c'est une façon également de faire. Et puis la dernière chose, effectivement, c'est le split horizon. La fonctionnalité de split horizon, alors, ou ce qu'on appelle également le split brain, qui consiste à dire j'ai 2 DNS, j'ai un DNS qui est pour l'interne et un DNS qui est pour l'externe, et je peux utiliser les deux. Donc ça vaut le coup d'aller jeter un œil à ces différents scénarios, à quoi ils servent. Donc effectivement, la zone privée DNS, quand on a 2 machines virtuelles qui sont dans le même VNet, c'est relativement simple. Les 2 vont créer les enregistrements automatiques dans la zone privée par l'auto-enregistrement. Et donc, quand elles vont se faire les résolutions mutuelles, le nom, l'enregistrement qui est créé associé, c'est toujours le nom de la machine virtuelle, point le nom de la zone privée. Et ça, c'est relativement simple pour la résolution. Ils sont dans le même VNet et en même résolution. Si on est entre réseaux virtuels, là, ça devient plus intéressant parce qu'effectivement, ça permet de résoudre des adresses IP qui sont dans d'autres VNet. Et là, en fonction des requêtes qui sont faites, on n'aura pas forcément toujours les mêmes réponses. On pourra avoir des enregistrements du coup auto-enregistrés ou alors des enregistrements qui sont faits de manière manuelle. Voilà. Ici, ce qui est intéressant à dire, c'est que c'est un avantage par rapport à l'autre solution qui est le DNS implicite, ce qu'on appelle Azure Provided DNS. C'est la solution qui est là, qui est proposée par défaut, où on a 2 serveurs DNS qui permettent de résoudre les noms dans un VNet. Ça ne va pas marcher, par exemple, pour des VNet qui sont pairés. Dans ce cas-là, on va pouvoir utiliser ces zones DNS privées. Il suffit de linker les 2 VNet à la même zone. Donc, on peut linker plusieurs VNet à la même zone. Concernant l'auto-registration, ça permet de gérer les records automatiquement. Par exemple, les hostnames qui vont être attribués à une VM vont être supprimés si la VM est supprimée et rajoutés pour les nouvelles VM qu'on va déployer dans ce VNet. Mais si on utilise cette fonctionnalité, dans ce cas-là, on ne peut linker un VNet à une seule zone DNS. Mais on peut linker plusieurs VNet à la même zone DNS pour venir résoudre les noms qui sont dedans. Exactement. Et puis c'est également important, vous savez qu'on a des adresses IP qui sont dynamiques ou statiques en mode privatif. Effectivement, le fait d'être dans l'auto-enregistration va faire que également, si on arrête une VM et qu'une autre VM arrive, elle lui prend son adresse IP privée, et puis que quand elle va redémarrer, elle n'a plus les mêmes adresses IP, qu'il y ait une mise à jour de tout ça. Exactement. Quant au split, le split Horizon, il est assez intéressant à connaître. Là, c'est quand on va jouer avec des zones publiques et des zones privées. Donc on peut donner les mêmes noms en fait aux zones. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, la zone de nom s'appelle contoso.com. Mais vous voyez qu'ici, en fait, on a 2 types de ressources. On a une première ressource qui est une Azure Public Zone. Et ici, on a une Azure Private Zone. Les 2 ont le même nom, mais en fait, en fonction de l'endroit d'où sera fait la requête, eh bien, ce sera une des zones qui répondra ou l'autre. Et donc, les enregistrements ne sont pas les mêmes. Donc, quand ici, la VM, par exemple, veut interroger, donc la VM qui s'appelle 2 va interroger la VM qui est 1, elle va faire une résolution ici DNS. Comme elle provient de l'adresse IP d'une adresse IP privée, automatiquement, le DNS comprendra qu'il faut aller parler à la zone privée. Et donc, lui renverra l'enregistrement en disant, ici, la VM la VM1, elle a l'adresse 10.0.1, et puis hop, elle va lui répondre. Par contre, si un client Internet ici vient et demande, là encore, vnet à vm1.contoso.com, là, le système voit que le client vient de l'extérieur et du coup, va renvoyer le tout sur la zone publique et donc associera ça avec les adresses IP publiques de la machine et non pas avec les privées. Donc ça, c'est ce qu'on appelle
le split horizon ou le split brain également s'appelle. Les deux noms sont valables. Alors tiens, au passage, je fais une petite remarque qu'on avait oubliée dans la vidéo sur les VNet. On ne pourrait pas avoir ce type d'adresse IP dans un VNet Azure, à savoir qu'une VM ne peut pas avoir l'adresse .1 ou .2, ni même d'ailleurs la .3. C'est vrai. Et pourquoi? Parce que les premières adresses sont utilisées par la plateforme pour le routage, pour la gateway. Exactement. Donc la .1, retenez que dans un VNet, l'adresse .1 correspond de manière cachée, mais c'est le routeur en fait qui est là, qui est présent entre tous les subnets, qui permet le routage entre les subnets au sein d'un même VNet. La .2 et la .3 sont utilisées, si je ne dis pas de bêtises, par les passerelles. La 0, c'est l'adresse du réseau, donc on ne l'utilise pas. Et la 255, c'est le broadcast. Ce qui veut dire que si vous avez un /24, vous n'avez pas 255 adresses IP, mais vous en avez 255 moins 5. Et voilà. C'est un point important, c'est un petit piège classique des certifications. Alors, on a bien parlé de ça. Donc, retenez effectivement, comme l'a dit Nadine, que ces zones DNS publiques ne servent pas de registrar. Donc, on n'est pas là pour remplacer un Gandhi ou un Namecheap ou ceux qui vendent des noms de domaine. Il existe néanmoins la possibilité dans Azure, notamment pour les scénarios d'app service, d'acheter des noms de domaine. Mais là, il y a une petite subtilité, c'est qu'en fait, on masque par là, au travers de la plateforme, l'achat auprès de notre registrar. Mais techniquement, on n'est pas registrar. Mais techniquement, on peut à peu près le faire, mais ce n'est pas dans la fonction d'Azure DNS. Et ça, c'est une différence qu'on a par rapport notamment à Amazon qui, dans Route 53, sont à la fois fournissent le service de gestion de zone et de registrar. Nous, on n'est que sur la gestion de zone. Alors Nadine, un scénario qui est donc dans les trois scénarios, tu nous as dit effectivement, tu nous as parlé d'Azure DNS comme un service. Tu nous as parlé d'un DNS de base fourni de résolution Azure. Je vais te laisser un peu nous en parler. C'est important de connaître cette adresse IP. Hein, elle a une vraie importance dans l'infrastructure Azure. Non, il faut juste savoir que c'est une IP qui est réservée à la plateforme, qui est donc spécifique, utilisée en interne par Microsoft. Donc c'est une IP statique qui renvoie vers la plateforme. Donc elle permet la communication entre les VM et le serveur DNS, d'ailleurs aussi qui permet aux VM de recevoir les adresses en DHCP par exemple. Elle permet aussi la communication de l'agent VM pour renvoyer son statut, etc. Donc c'est juste, ce qu'il faut retenir, c'est que ça sera la même adresse IP pour tous les VNet dans toutes les régions qui sera utilisée. Donc si vous voyez des communications à destination du 168.63.129.16, c'est de l'interne Azure pour faire fonctionner tout ça. Et bien sûr, elle n'est pas accessible depuis l'extérieur. Exactement, c'est une adresse. Et donc, elle va servir entre autres également à fournir un mécanisme de base de résolution. Donc, si on crée un VNet et qu'on ne précise rien à part les plages adresses IP, eh bien, effectivement, cette résolution de nom, elle va être activée par défaut. Donc, on crée un VNet, on file un range d'adresse IP, on ne dit rien d'autre. Donc, effectivement, no configuration required. Et on s'aperçoit que les VM qu'on va mettre dans ce VNet, magiquement, elles vont faire des résolutions entre elles dans ce même VNet. Et puis qu'elles vont également faire la résolution vers Internet. C'est pas magique en fait, c'est que ça a été configuré comme ça. Et donc vous avez effectivement derrière un DNS, enfin un ou plusieurs, parce qu'il est hautement résilient, c'est écrit ici, et ça va vous faire la résolution. En général, on va l'utiliser, c'est le scénario d'après qu'on va voir, on peut utiliser ce service en conjonction de vos propres serveurs DNS. Ça, c'est effectivement dès qu'on va arriver avec des architectures un peu hybrides ou avec des noms un peu particuliers. On va peut-être pas vouloir utiliser que ça, ce ne sera pas intéressant d'utiliser que ça, et on va utiliser en général les deux. Et là, effectivement, cette résolution, elle est assez basique parce qu'elle fait juste une résolution entre les VM et les rôles instances dans un même cloud service ou dans un même subnet. Voilà. Donc voilà. Dans un même VNet, oui. Exactement, pardon, j'ai dit un subnet, un VNet, oui. Ce qui nous amène du coup sur le dernier qui est le plus intéressant de tous. Le Bring Your Own DNS. Le Bring Your Own DNS. Donc, si on a un VNet, on a par défaut Azure Provided DNS. Si on a besoin d'avoir plus de contrôle, un domaine un peu personnalisé, on va utiliser la Private DNS Zone. Mais si en plus, on peut arriver aussi, si on a besoin d'utiliser son propre serveur DNS, et c'est souvent le cas, on peut utiliser un contrôleur de domaine, par exemple, s'exécutant dans Azure, qui va résoudre les requêtes DNS pour ces domaines et transférer toutes les autres requêtes vers Azure. Donc, c'est possible aussi pour pouvoir aussi permettre la communication entre les ressources dans Azure et puis vos ressources on-prem.
Mmh. Rappelons que le DNS de base qui est fourni, que ce soit ici dans la partie Azure, DNS, Private Zone ou dans la partie Auto-Provide, sont des DNS qui sont assez basiques dans les enregistrements qu'il y a derrière. Si vous avez une infrastructure à base de serveur Windows dans un domaine Active Directory, vous savez tous qu'il y a des enregistrements particuliers liés à l'Active Directory qui permettent de localiser les domaines contrôleurs, les global catalogues, etc. Et ça, ces enregistrements dits de service ne sont disponibles, effectivement, ne sont pas disponibles dans ces services-là. Et donc, c'est pour ça que amener votre propre contrôleur de domaine et en embarquant le service DNS, par exemple en zone intégrée, c'est des fois une bonne idée ou des fois, c'est simplement qu'on n'a pas le choix. Donc c'est pas un mal d'avoir deux VM qui vont assurer le rôle, alors deux pour des raisons de résilience, hein, deux VM qui vont assurer le rôle de serveur DNS, mais c'est pas déconnant. Et puis on a le cas effectivement où on a des architectures également qui sont reliées à un monde sur site, Nadine. Tout à fait. Donc, vous pouvez tout à fait utiliser vos DNS qui sont sur site. On peut avoir un forwarder également pour les requêtes qui sont, pour les noms qui sont dans Azure, mais sinon, le reste est résolu par le serveur qui est on-site. Il faut vraiment se poser la question quand vous allez avoir une infrastructure hybride. Et d'ailleurs, ça c'est intéressant parce qu'ici, on a un schéma d'architecture hybride qui est assez intéressant. On va essayer de zoomer un petit peu, mais pas trop. Hein, voilà. Donc là, ici, on a effectivement des abonnements Azure. Et puis ici, donc là, c'est une architecture hub and spoke tout à fait classique. On en a parlé, je crois, dans les vidéos précédentes. Et puis ici, on a l'infrastructure sur site. Mais il faut toujours penser la résolution dans les deux sens. C'est-à-dire que si on a commencé à interconnecter son infrastructure sur site avec des choses dans Azure, peut-être que depuis sur site, les utilisateurs ont besoin d'accéder à des ressources particulières. Donc il faut que les DNS, quand ils sont sur leur poste client, que le poste client va venir résoudre sur les DNS locaux, il faut que les DNS locaux sachent eux-mêmes forwarder vers les bons DNS qui sont dans Azure, zone DNS ou des serveurs qui vont tourner ici. Et de la même façon, on peut avoir des workloads hybrides où on va avoir des choses qui vont tourner dans Azure, qui ont besoin effectivement d'avoir une résolution à destination de l'Internet, mais peut-être également que les workloads ont besoin de résoudre des adresses pour passer au travers de l'Express Route Gateway et arriver sur un serveur qui est sur site. Oui, je sais, mon schéma est dégueulasse, j'ai mis des dessins partout, mais on a compris le principe. Donc, c'est vraiment On va passer important. par le DNS forwarding pour permettre aux machines on-prem, par exemple, elles vont envoyer la requête à leur serveur qui vont eux-mêmes forwarder cette requête au DNS qui est présent dans Azure, qui va aller chercher les noms qu'il faut qui va forwarder la requête ou chercher dans la zone dans Azure. Donc pensez bien aux deux côtés à paramétrer pour que tout le monde puisse résoudre tout le monde, si le besoin, bien entendu, s'en fait sentir. Et effectivement, tu as parlé de forwarder. On a également la notion, alors ça c'est dans Windows, mais ouais, dans les Windows Server depuis très longtemps, de conditional forwarding, qui est un forwarder, mais restreint à certaines conditions. Par exemple, on peut se dire sur site, on a déjà toute l'infrastructure DNS qui fonctionne et qui sait résoudre vers l'Internet, et du coup, on n'a pas envie d'envoyer toutes les requêtes, par exemple de résolution Internet, dans les DNS d'Azure. On peut faire sur les contrôleurs de domaine, sur l'infrastructure sur site, des conditional forwarders qui vont dire pour la zone qui correspond à, je sais pas, azure.contoso.com, tu vas renvoyer sur telle adresse IP, et puis voilà. Par Est-ce contre, que c'est important de savoir qu'on ne peut pas renvoyer ces requêtes directement au service interne en 168, 168 quelque chose. voilà. Donc, ce qu'il faut faire, c'est avoir ce DNS server qu'on voit dans le hub ici. Donc, on renvoie la requête ici. C'est le serveur ici qui renvoie la requête pour les zones d'Azure vers Exactement. cette IP en interne. Qu'on ne peut pas renvoyer directement depuis l'on-prem vers cette IP-là. Exactement. Donc, pensez bien que du coup, la présence dans les services partagés d'un service de DNS au niveau du hub est vraiment quelque chose de tout à fait classique aujourd'hui dans les architectures hybrides, sur lesquelles effectivement les communications doivent également aller de sur site vers Azure quand c'est un petit peu plus évolué, etc. Voilà.
Bah, je crois qu'on a fait un bon petit tour là de la partie, DNS. Est-ce qu'on a oublié des Donc, choses? ouais, pour résumer, il y a trois façons de faire dans un VNet. Bien sûr, il y a le DNS public, mais sinon, dans un VNet, c'est soit partir sur le DNS qui est intégré, qui est un peu limité. C'est des enregistrements automatiquement gérés. Vous n'aurez pas la main sur les noms DNS et puis le cycle de vie des enregistrements. Sinon, on veut prendre ça et utiliser conjointement avec ça le serveur DNS, your own serveur DNS. Donc ça, on aura beaucoup plus de choses à faire et à contrôler. Ça sera une VM ou deux VM en général, les contrôleurs de domaine qu'on peut Mmh. installer soit dans Azure, soit on-prem. Sinon, on peut partir sur les Azure Private Zone. Donc c'est la solution aussi qui est préférée aujourd'hui, qui va offrir le plus de flexibilité dans la gestion des zones et des enregistrements. Ouais. Et comme Azure DNS, Voilà. c'est un service, hein, ça veut dire qu'il est pilotable comme tout service cloud par des API. Ça veut dire que du Exactement. coup, on peut aller créer des enregistrements, à la main, enfin à la main, de manière automatisée, pardon, avec de l'infra as code par exemple, qu'on soit en Bicep, en ARM, ou en Terraform, on peut aller Tout à faire des fait. choses à l'intérieur. Et puis même si on utilise par exemple des choses comme Kubernetes, on a des solutions qui permettent d'intégrer, les résolutions, des objets dans Kubernetes et de créer automatiquement des enregistrements dans ces zones-là avec des solutions comme External DNS, hein. Et donc la combinaison est assez large. Retenez donc ces 3 options. Ces 3 options sont importantes à connaître parce que notamment, alors pour la vraie vie bien entendu et puis pour la certification, vous pouvez avoir plein de questions qui vont tourner autour de ça en disant: «Bah, dans tel scénario, quelle est la meilleure option à prendre? Est-ce qu'on prend, le service fourni de base? Est-ce qu'on prend l'Azure DNS en mode public ou en mode privé? Ou est-ce qu'on prend, quatrième choix, le Bring Your Own DNS?» Voilà. Sachez bien faire le distinguo et à quoi servent chacun, les avantages et les inconvénients de chacun et normalement tout devrait bien se passer. Eh bien, je crois, Nadine, qu'on vient de terminer cette vidéo sur le DNS. C'est toujours bien de se faire un petit rafraîchissement sur le DNS parce que c'est quand même la base, hein, il y a 2 bases dans le réseau, hein, pour survivre, c'est suivre les paquets en termes de routage et 2, comprendre la résolution de nom et généralement, souvent, les problèmes viennent souvent de la résolution de nom, donc c'est bien de le comprendre. Eh bien, il nous reste à vous dire à bientôt pour la prochaine vidéo. Et à bientôt. Au revoir.